Bonjour, bienvenue à cette troisième web émission de la filière nationale de santé cardiogène. Je m'appelle Philippe Charon, je suis cardiogénéticien à Paris. Alors l'émission de ce soir est consacrée à une situation difficile et complexe, la mort subite du sujet jeune. Parce qu'au-delà en fait de la phase de réanimation, se pose tout un tas de questions, notamment la cause de cet arrêt cardiaque. Et chez le sujet jeune, ces causes sont très diverses, souvent génétiques, ce qui fait que vient très rapidement la question de la prise en charge non seulement du patient, mais aussi de sa famille. Et puis, il y a tout un tas d'aspects de prise en charge particulière aussi qui sont liés à l'impact psychologique de cet événement tout à fait dramatique qui est survenu. Et donc, avant de vous présenter nos trois experts, je voudrais juste vous rappeler que c'est une émission qui est interactive. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions. Vous avez normalement une icône en haut à droite qui vous permet de poser vos questions en direct et on essaiera d'y répondre progressivement. Et puis vous aurez aussi la possibilité de répondre à des quiz posés par nos experts avec déjà pour vous familiariser, vous allez avoir cette première question qui vous est posée pour connaître votre profil professionnel. Donc je vous propose de répondre également à ce quiz avec l'icône qui doit être au milieu et à droite. Et donc maintenant, nous allons, pendant que vous répondez, je vais pouvoir vous présenter nos trois experts. Et donc je vais commencer par le professeur Frédéric Sacher, cardiologue à Bordeaux. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à tous. Le professeur Vincent Probst, cardiologue à Nantes. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Et Madame Stéphanie Staracci, psychologue à Paris. Bonsoir Stéphanie. Et donc, sans plus attendre, ou peut-être avec d'abord la réponse à votre question, qu'on va peut-être voir d'emblée en direct, la réponse au quiz, voir le profil, sinon on verra plus tard ou pas, on va voir. Voyons cette première réponse, voir quels sont les internautes qui sont avec nous ce soir. On voit qu'il y a des cardiologues, il y a pas mal de généticiens, on voit qu'ils sont intéressés aussi par le sujet, des généralistes aussi. Très bien. Passons d'emblée, sans plus attendre, à la première intervention du professeur Frédéric Sacher, qui va nous parler d'une situation qui est celle de l'arrêt cardiaque récupéré. Merci beaucoup Philippe. Donc bonsoir à tous. Donc je vais vous parler de mort subite récupérée et juste avant de débuter, on va poser une question à laquelle vous allez pouvoir répondre comme vous l'avez fait auparavant. C'est une enfant donc de 5 ans qui court là dans le jardin pour aller cueillir des cerises et qui va s'effondrer. Fort heureusement, elle va être réanimée et au sortir de son séjour de réanimation, elle a complètement récupéré. Son électrocardiogramme est normal. Et qu'allez-vous faire? Donc, ce sont des choix multiples. Donc, réponse A, il n'y a pas besoin de bilan particulier. Bon, il faut mettre un défibrillateur, bien évidemment, pour éviter la récidive. Puis, elle peut sortir avec un suivi régulier. Réponse B, j'élimine une anomalie de naissance des coronaires, échocardiographie, coroscanner. Réponse C, je fais un enregistrement ECG à l'effort. Réponse D, je fais des tests pharmacologiques en l'absence d'étiologie identifiée. Et réponse E, je recherche une myocardiopathie sous-jacente. Voilà, vous allez avoir 30 secondes pour répondre. Et donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, c'est un exposé assez clinique, mais tout d'abord, quand même, quelques idées sur la mort subite. Environ 1000 personnes décèdent tous les jours aux États-Unis, 1000 par semaine en France, d'un âge moyen de 67 ans. Pour avoir une idée, la mort subite du nourrisson représente une centaine de décès par an en France, celle des sportifs environ 400. Et si vous avez entre 16 et 64 ans, il y a un risque de 0,011% de mort subite. Ce qui est probablement plus intéressant, c'est la survie. Et on voit que là, on n'est pas très bon par rapport aux Américains, puisque si vous faites une mort subite aux États-Unis, vous avez 5% de chances de survivre, d'être réanimé, alors qu'en France, alors même si ces résultats sont assez anciens, il n'y avait que 2%. Depuis, avec la généralisation des défibrillateurs automatiques, l'apprentissage des gestes de premier secours dans les collèges et lycées, qui doit bien sûr être encore beaucoup plus réalisé, probablement que ces chiffres sont un peu meilleurs et plus tard, Vincent Probst vous parlera de la majorité malheureusement des gens qui ne sont pas réanimés.
Un autre point important, c'est que les gens qui ont déjà fait un arrêt cardiaque vont avoir un risque plus important de faire un nouvel arrêt cardiaque, alors que les gens de la population générale, dans la population générale, ce risque est bien plus faible. Mais si par contre on regarde en nombre, en valeur absolue, le nombre de morts subites concerne plus la population générale plutôt que les gens qui ont déjà des antécédents, et toute notre problématique est d'identifier les personnes à risque, le dépistage de ces personnes de la population générale pour éviter qu'un tel accident survienne. Alors, la recherche d'une étiologie, effectivement, c'est quelque chose d'absolument crucial. À la sortie de réanimation, le patient doit être adressé à un service spécialisé pour le bilan. Et je dirais, même si malheureusement la réanimation a été tardive, que le patient garde des séquelles neurologiques, c'est absolument indispensable pour le patient, mais également pour sa famille, car si on identifie effectivement une cause génétique, on pourra aller le dépister dans le reste de la famille et éventuellement prévenir un accident chez les apparentés. Il faut bien sûr également prévenir la récidive avec un traitement adapté, pas uniquement le défibrateur, et j'en dirai un mot. Et la prise en charge psychologique sera abordée dans la troisième partie de ces présentations pour faciliter l'acceptation et la reconstruction. Et bien sûr, comme je l'ai dit auparavant, la prévention d'un tel épisode au sein de la famille qui est absolument primordiale si on retrouve une cause héréditaire. Alors, les orientations étiologiques dépendent un peu du contexte. En fonction bien sûr de l'âge du patient, les causes ne seront pas les mêmes s'il s'agit d'un enfant. Chez les adultes, on donne une limite à 40-45 ans, car au-delà de 45 ans, il s'agit plus vraisemblablement d'une cause coronaire, même si ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas c'est la cause la plus fréquente, et en particulier les syndromes coronaires aigus. Les circonstances de survenue sont également très très importantes. Est-ce que c'était plutôt à l'effort ou dans le sommeil, ce qui nous orientera vers telle ou telle étiologie. Et bien sûr, les antécédents personnels ou familiaux pourront nous orienter. Alors, quand on regarde les chiffres bruts comme ça, comme je vous le dis auparavant, la maladie coronaire, c'est de loin la cause la plus fréquente, 3/4 des causes de mort subite, suivies, mais de loin, par les myocardiopathies, 10 à 15%, que ce soit des myocardiopathies hypertrophiques, dysplasie rythmogène, des cardiopathies dilatées. Ensuite, les autres cardiopathies, c'est d'environ que 5%, qu'elles soient valvulaires ou congénitales, même si la part des cardiopathies congénitales augmente. Et enfin, l'absence de cardiopathie structurelle responsable chez 5 à 10%, avec le plus souvent des causes héréditaires comme le Brugada, le QT long, mais également des causes non héréditaires, par exemple les Wolff-Parkinson-White, qui ne sont pas transmis. Alors, dans le bilan étiologique, bien sûr, il faut réaliser un électrocardiogramme, c'est le b.a.-ba, et de manière prolongée avec une télémétrie, avec des holters, pour avoir des indices sur la morphologie de l'électrocardiogramme, mais également la survenue éventuellement d'extrasystole. On fait volontiers des manœuvres de sensibilisation, que ce soit des manœuvres de Valsalva. Parfois, on fait l'électrocardiogramme avec la personne debout ou après des flexions, ce qui nous permet de sensibiliser pour identifier éventuellement un Brugada ou un QT long. Mais également, il faut absolument récupérer tous les éléments donc d'interrogatoire, mais également de défibrillateur automatique. Par exemple, on a eu encore un cas cette semaine, et on arrive à les récupérer si on le demande, mais le tracé initial est vraiment très très important pour avancer dans le diagnostic également. L'échocardiographies, bien évidemment, pour identifier ou au contraire éliminer une atteinte structurelle, car on partira sur des bilans très différents en fonction de cela, si on trouve une anomalie cardiaque ou pas. Et bien sûr, l'épreuve d'effort, si le patient peut la faire, un ECG d'effort pour voir, d'autant plus que la mort subite est survenue à l'effort, pour essayer de voir si ça provoque des arythmies ou pas. Alors j'ai mis en 1 bis, mais c'est en 1 en fait, identifier ou en tout cas contrôler les coronaires, que ce soit par coronarographie, et typiquement certains centres le font systématiquement en phase aiguë, d'autres dans un deuxième temps, et on fait volontiers une coronarographie d'emblée chez les gens de plus de 45 ans ou en cas de forte suspicion de syndrome coronaire aigu, ou éventuellement un coroscanner chez les gens plus jeunes avec faible suspicion de syndrome coronaire aigu. Les tests pharmacologiques également, en fonction encore une fois de cette première série de bilans, que ce soit le test d'adrénaline pour le QT long, à l'isuprel pour les dysplasies arythmogènes ou les pathologies catécholergiques, les tests au bloqueur sodique, ajmaïne, flécaïne pour démasquer un Brugada qui n'est parfois pas présent dans un deuxième temps, en tout cas lors du bilan. Parfois la striadine dans les Wolff-Parkinson-White douteux, ou éventuellement le métergin en cas de doute sur un spasme coronaire.
Également, de plus en plus, l'IRM cardiaque, qui est un examen qui prend un essor important dans ce type de pathologie pour voir des cardiopathies qui n'auraient pas été vues, par exemple à l'échocardiographie, si c'est des pathologies vraiment très limitées, mais qui peuvent malheureusement quand même donner ce type de mort subite. Et bien sûr, les tests génétiques, en fonction de l'étiologie suspectée, on va aller rechercher des causes, on va aller rechercher certains gènes connus pour donner ce type de pathologie qu'on aura pu identifier. Alors il y a aussi des voies de recherche, je vais passer rapidement, des explorations électrophysiologiques un peu plus poussées, à rechercher des critères un peu neufs, mais tout ça c'est dans la recherche, de l'imagerie non invasive, qui sont des vestes d'électrocardiogramme. Au lieu d'avoir un électrocardiogramme simple, vous avez 250 électrodes avec couplé au scanner pour reproduire l'activité électrique au niveau du cœur. Et bien sûr de la recherche au niveau de la génétique pour trouver des nouveaux gènes responsables de mort subite qui n'auraient pas été identifiés jusqu'à présent, puisqu'il y a encore un certain nombre de patients chez qui malheureusement on n'arrive pas à retrouver de mutations génétiques alors qu'il y a des pathologies automatiquement héréditaires. Alors, le traitement, parce que finalement c'est là où c'est important, bien évidemment. En premier, on pense au défibrillateur automatique implantable, c'est-à-dire le boîtier qu'on met sous la peau, qui permet de réanimer immédiatement dès qu'il voit une fibrillation ventriculaire. Alors, bien sûr, c'est important. Il est souvent implanté, sauf si on a une cause curable à cette mort subite, si c'est un infarctus du myocarde en phase aiguë, par exemple. Là, on n'aura peut-être pas besoin de défibrillateur, car en traitant la coronaire, le patient ne refera pas d'épisode rythmique et donc n'aura plus le risque de mort subite. Mais dans quasiment tous les autres cas, si on n'est pas capable avec certitude de contrôler le facteur ayant déclenché la mort subite, alors il faudra mettre un défibrillateur qui, il faut bien le voir, ne prévient pas que la récidive d'arythmie ventriculaire, mais sera là pour l'arrêter si jamais elle survenait de nouveau. Pour prévenir cette récidive, là pour le coup ça va vraiment dépendre de l'étiologie, et en fonction de l'étiologie on a des mesures de prévention à prendre. Par exemple dans les QT longs, éviter tous les médicaments allongeant l'intervalle QT, et ça c'est vraiment absolument indispensable, car de redonner un médicament allongeant l'intervalle QT à quelqu'un qui a un QT long congénital, ne serait-ce que de l'érythromycine, un antibiotique, vous pouvez reprovoquer une mort subite chez le patient. Donc ça, les patients ont des listes de médicaments et c'est vraiment crucial. Éviter aussi certains sports en fonction, et particulièrement les sports de compétition, les sports violents, très intenses, dans certaines pathologies comme les cardiomyopathies hypertrophiques ou les dysplasies rythmogènes du ventricule droit. Parfois la TV catécholergique également, dans le QT long, la natation qui est pas indiquée du tout. D'autres choses comme traiter la fièvre dans le Brugada. Mais également, par contre, on peut mettre des médicaments en place pour, là encore, éviter la récidive d'arythmie. Donc, c'est complémentaire du rôle du défibrillateur. Je pense par exemple aux bêta-bloquants dans les QT longs ou dans les TV catécholergiques qui marchent très bien. On peut dans certains cas, quand malgré tout ça il y a encore des récidives, proposer une ablation par radiofréquence. C'est en gros monter des sondes par le pli de laine, par les vaisseaux, pour aller cautériser les zones responsables de ces arythmies. Et il était proposé d'autres techniques, la sympathectomie par exemple, par voie thoracoscopique, donc sans nécessité de laparotomie, mais avec des petits abords thoraciques, latérothoraciques, dans le cadre de QT long ou de TV catécholergique qui étaient résistantes au traitement. Bien sûr, la prise en charge psychothérapique est indispensable de ce contexte et je ne vais pas m'appesantir dessus puisque ce sera traité un peu plus tard. Et enfin, il ne faut surtout pas négliger le dépistage familial si on a identifié une pathologie héréditaire, car il est absolument inacceptable que les gens viennent vous voir après 5 ou 6 morts subites alors qu'on devrait avoir fait le bilan, alors dans l'idéal avant la première, mais en tout cas après la première mort subite. Il est absolument d'aller jusqu'au fond des choses pour prévenir toute autre mort subite dans la famille et d'éviter ces événements qui sont catastrophiques bien évidemment. Donc pour conclure, le bilan étiologique est absolument indispensable. L'orientation étiologique dépend de l'âge, du sexe et des circonstances de survenue. Il faut vraiment récupérer toutes les informations possibles. Je réinsiste sur les tracés du défibrillateur automatique par exemple, qui a été fait en phase aiguë de la mort subite. Le défibrillateur automatique implantable est un des éléments du traitement, mais les autres traitements ne doivent pas être négligés et pour ça il faut avoir identifié une étiologie. Et enfin le dépistage familial, si on a identifié une pathologie héréditaire, est absolument fondamental et fait partie du traitement.
Voilà, donc maintenant nous allons revoir la question et donc surtout les réponses à cette question de cette petite qui courait. Donc a fait je vois que c'est parfait, c'est exactement ça. Hein. Donc bien sûr, il faut faire un bilan. Hein. Le défibrillateur n'est qu'une partie du traitement, donc il faut aller plus loin, il faut faire un bilan. Et dans ce bilan, vous avez parfaitement répondu. Hein. Éliminer l'luminescence des coronaires chez le jeune, en plus à l'effort, sur des morts subites à l'effort. Enregistrement ECG à l'effort, encore une fois, de la même raison. Ce contexte est particulièrement évocateur. Des tests pharmacologiques, si on n'a pas identifié, et éliminer une myocardiopathie sous-jacente, c'est tout à fait ça. Voilà. Merci beaucoup Frédéric. Donc je rappelle que vous pouvez poser vos questions en utilisant l'icône qui se trouve à droite. Je vais poser une question sur qui est lié au fait que, comme tu l'as bien souligné, le bilan étiologique est vraiment important. Il ne faut pas s'arrêter à simplement mettre en place le défibrillateur pour éviter les récidives, mais il faut chercher une étiologie. Et les canalopathies, on l'a vu dans tes diapositives, étaient assez rares finalement, et sans doute parce que pas suffisamment bien recherchées. Alors tu as parlé des tests pharmacologiques. L'ajmaline, je pense que c'est maintenant fait de façon assez systématique quand on n'a pas de cause sous-jacente évidente. Les autres tests pharmacologiques, en l'absence d'orientation claire, tu les réserverais dans quelle situation? Tu as parlé de l'adrénaline, par exemple, ou d'autres choses. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc on a maintenant des études essentiellement nord-américaines, comme souvent, sur l'intérêt du test à ce qu'ils appellent l'épinéphrine, hein, qui est l'adrénaline, pour démasquer des QT longs qui seraient frustres. Donc nous, en pratique, on fait ce bilan de première intention avec électrocardiogramme, échocardiographie, ECG d'effort, coronarographie, et quand on n'a rien, avec aussi l'électrocardiogramme avec des manœuvres de sensibilisation, que ce soit du Valsalva ou debout, couché, et quand on n'a rien, on fait assez systématiquement tous ces tests jusqu'à temps de trouver une étiologie. Le test à l'Isuprel nous permet, et probablement un peu moins spécifique, mais beaucoup plus sensible que l'épreuve d'effort, surtout si la mort subite est survenue dans un contexte catécholergique, pour voir s'il y a des extrasystoles, et en fonction des extrasystoles, nous orienter sur une dysplasie rythmogène du ventricule droit, sur des TV catécholergiques, sur d'autres choses. L'adrénaline, comme tu l'as dit, dans le QT long, dans les QT longs frustres, et donc après, alors des choses, par exemple, parfois il n'est pas évident, il peut y avoir des Wolff-Parkinson-White masqués, des latéraux-gauche par exemple, et la striadine peut démasquer ça également. Donc c'est vraiment en fonction de notre bilan, mais assez volontiers, si on n'a pas d'étiologie, on va tous les faire pour être certain de passer à côté de rien, parce qu'encore une fois, c'est absolument crucial de pouvoir identifier la cause. Et si on ne trouve rien, on étiquetera ça FV idiopathique, fibrillation ventriculaire idiopathique, et là, c'est pareil, ça nous oriente sur certaines étiologies et éventuellement certains bilans génétiques dont Vincent parlera probablement un peu plus tard. Peut-être une deuxième question, puis on aura à la fin des 3 interventions un autre temps pour échanger. Quant à la prise en charge thérapeutique sur la restriction du sport après, souvent on entend dire vous m'avez mis un défibrillateur, donc je vais pouvoir faire un petit peu ce que je veux. C'est toujours une question un peu difficile. Dans des pathologies à risque, comme tu as cité la cardiomyopathie hypertrophique, la dysplasie ventriculaire droite, qu'est-ce qu'on répond en général à ce type de demande? Alors c'est très difficile, et je dirais, alors le sport de compétition, on est assez tranquille, alors même si les Américains reviennent dessus et autorisent de plus en plus le sport de compétition, même avec des porteurs de défibrillateurs. Il y a le fait d'avoir un défibrillateur, mais il y a aussi la cardiopathie sous-jacente, comme tu as dit, l'étiologie sous-jacente. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que par exemple dans la cardiopathie hypertrophique, la cause de mort subite n'est pas forcément la fibrillation ventriculaire, mais il peut y avoir aussi l'obstruction, et qui n'est pas réglée forcément avec le défibrillateur. Donc les gens restent à risque, et donc il y a certaines pathologies où je pense qu'il faut vraiment éviter tous les sports très intenses, ce qui n'empêche pas de faire un peu d'entretien physique, et c'est vraiment une décision patient par patient, et je ne pense pas qu'on puisse faire de généralité. Alors là où à mon sens et pour moi est le vrai problème, c'est le sport à l'école, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, et surtout d'avoir une attitude commune de tout le monde, puisqu'on voit que d'un centre à l'autre, c'est parfois pas tout à fait la même chose, et que ça dépend vraiment également des pathologies et du patient lui-même. Merci beaucoup. Donc nous allons pouvoir passer à notre deuxième expert, au professeur Vincent Probst, qui va nous parler alors d'une autre situation, qui est celle de l'arrêt cardiaque qui n'a pas été récupéré. Vincent. Merci Philippe. Et effectivement,
On va maintenant discuter malheureusement de 98% des cas, puisque c'est globalement les chiffres qu'on a encore en France, puisque vous savez que Frédéric vient de le rappeler, en cas de mort subite, dans 2% des cas, les patients sont ressuscités, et ce qui signifie que dans 98% des cas, c'est malheureusement pas le cas, et on va être amené à rencontrer les familles dans ces situations. Et ça va être la première question que je vous pose, c'est quand vous voyez quelqu'un ou une famille dans laquelle il y a eu une mort subite d'un sujet jeune, moins de 45 ans, lorsque le bilan est réalisé chez les apparentés, au moins du premier degré, et que le bilan est complet, on va voir ensuite ce que ça veut dire, dans quel pourcentage de cas vous pouvez espérer faire un diagnostic dans cette famille? Donc vous avez les différentes réponses qui s'affichent, je vous laisse voter, et puis on verra les résultats à la fin. Et donc, juste un petit rappel pour dire que quand on va faire cette enquête familiale chez les apparentés du premier degré en première intention, il est clair qu'on va se focaliser chez les patients qui sont relativement jeunes, moins de 40-45 ans, puisque en fait on sait, et ça vous a été dit juste avant, que quand on va s'adresser à des patients plus âgés, la part de coronopathie va devenir largement prédominante, et donc l'intérêt et la rentabilité du bilan familial sera plus faible, alors que quand on s'adresse chez les sujets plus jeunes, on sera plus volontiers en face de pathologies génétiques pour lesquelles, du coup, le bilan familial sera beaucoup plus rentable. Alors quand on regarde maintenant les résultats des autopsies réalisées, ça c'est nos collègues anglais qui ont fait ça, puisque les Anglais font systématiquement une autopsie en cas de mort subite, ce qui est loin d'être le cas en France malheureusement, et vous voyez qu'on a un certain nombre de causes que vous pouvez retrouver sur les différentes parties de la diapositive, mais globalement, ce qui ressort, c'est que après ce bilan, on a encore entre 25 et 50% de la mort subite qui reste inexpliquée, même quand l'autopsie a été réalisée. Alors vous imaginez bien que quand on est en France et qu'on a très peu d'autopsies, on va avoir une proportion qui sera évidemment encore beaucoup plus importante. Et globalement, si on essaye de poser les choses, on va avoir chez une mort subite d'un sujet jeune, une partie des causes qui peuvent être identifiées sur l'autopsie, c'est tout ce qui est pathologie structurale, que ce soit dysplasie rythmogène du ventricule droit, cardiopathie hypertrophique et surtout les infarctus. Et puis, quand il n'y a pas de cause identifiée, on va avoir à ce moment-là le grand groupe des maladies rythmiques héréditaires avec les différentes pathologies qui ont déjà été citées, QT long, TV catécholénergique, syndrome de Brugada, etc. Alors, ça va être quoi l'intérêt de ce dépistage familial? Je crois qu'il faut vraiment bien situer les choses et rappeler qu'il va y avoir en fait des intérêts qui sont multiples et que l'intérêt sera important que le bilan soit positif ou que le bilan soit négatif. Et ça, c'est un point qu'il faut bien expliquer aux familles. Si le bilan est positif et qu'on parvient à identifier la cause de la mort subite, ça va indéniablement faciliter l'acceptation. Je pense que ce sera expliqué dans le détail tout à l'heure sur la partie sur la psychologie, mais il est clair que la survenue d'une mort subite dans une famille chez un sujet jeune, c'est vraiment la foudre qui tombe dans la famille et c'est totalement impossible à comprendre et à expliquer. Quand on peut trouver une réponse et quand on peut dire voilà, ce qui s'est passé c'est ça, c'est telle maladie qui a été responsable de l'accident, ça change véritablement l'acceptation, qui reste toujours difficile, mais qui devient quand même un peu plus facile. Et puis, ça permet la reconstruction de la famille, parce qu'on va pouvoir dire derrière, qu'est-ce qui s'est passé, qui a un risque, qui n'en a pas, et les personnes qui ont un risque, on va pouvoir les prendre en charge. Donc vraiment, ça change beaucoup les choses. Puis, effectivement, on va pouvoir prendre en charge les patients qui ont un risque dans la famille, les personnes dans la famille qui ont un risque, avec une prise en charge adaptée en fonction des situations. Et évidemment, on va considérablement limiter, voire faire totalement disparaître le risque de nouvelles morts subites dans la famille. Ce qui a été bien montré par nos collègues hollandais, c'est que quand on voit un sujet dans une famille où il y a eu des morts subites, qu'on fait un bilan complet, on va voir à quoi ça correspond, et que ce sujet a un bilan négatif, il n'a plus de risque de mort subite. Donc ça, ce sera un message extrêmement important à faire passer. Alors, quel bilan ? Ça, c'est ce qui est proposé par nos collègues hollandais qui ont été les premiers à travailler sur ce sujet-là et qui proposaient initialement de faire un bilan assez simple, avec un électro, une épreuve d'effort, une échographie et un bilan lipidique.
Et puis il proposait d'adapter ensuite le bilan en fonction de ce qui avait été retrouvé sur les premiers éléments, en allant plus loin avec les tests pharmacologiques, en fonction de la situation, si un Brugada est suspecté, si d'autres pathologies sont suspectées, d'adapter les choses, de faire des IRM par exemple. Il faut savoir que cette première étude était faite dans des familles où il y avait eu un nombre d'autopsies important, ce qui permettait finalement d'éliminer une grande partie des morts subites pour lesquelles l'autopsie donnait une réponse. Et vous voyez que dans cette situation-là, on arrivait à un diagnostic dans 40% des familles. Après que le bilan a été fait sur 43 familles et 151 apparentés non atteints jusque-là, et vous voyez que les différentes pathologies qui avaient pu être retrouvées, ici on avait une forte proportion de tachycardie ventriculaire catécholergique, on trouve aussi des patients avec des syndromes du QT long, des dysplasies rythmogènes, un tout petit peu de cardiopathie hypertrophique, mais encore une fois, il y avait eu des autopsies qui avaient été réalisées, donc cela ne rentrait pas dans ce dépistage. Nos collègues anglais ont aussi beaucoup travaillé dessus, Elijah Baer à Londres, et là, ils avaient, eux, l'avantage d'avoir pour tous les patients une autopsie. Et vous voyez que quand il y a une autopsie systématique, chez tout le monde, le taux de diagnostic positif augmente, puisque là on arrive à plus de 50% des cas où il est possible d'identifier la cause de la mort subite, et vous voyez qu'on retrouve un petit peu les mêmes causes avec le syndrome du QT long qui apparaît prédominant, le syndrome de Brugada qui arrive ensuite, mais en sachant que dans ces deux études, le nombre de tests pharmacologiques était relativement limité. Les études génétiques sont intéressantes, mais elles ne vont pas donner la réponse à elles seules. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire, mais ça veut dire qu'il faut les faire en accompagnant le dépistage familial global, comme je viens d'en parler. Et vous voyez que les études qui ont été faites se sont essentiellement focalisées pour l'instant sur les principaux gènes impliqués dans le cas du syndrome du QT long et des tachycardies ventriculaires catécholergiques, avec un taux de rentabilité qui est variable, mais qui est de l'ordre de 20 à 40%. Je vais passer juste quelques diapositives sur l'étude qu'on vient de publier tout récemment. Elle a été publiée il y a 15 jours maintenant, où on a repris notre expérience française, ce qui, je crois, est intéressant dans le sens où on est dans un contexte français, c'est-à-dire dans un contexte où on a très peu d'autopsies, malheureusement. Et vous voyez qu'on a pu identifier 64 familles représentant 230 apparentés pour lesquelles on a fait un bilan, et nous on avait pris l'option de le faire chez les sujets jeunes, moins de 45 ans, et de faire un bilan complet, enfin en tout cas de proposer un bilan complet de façon systématique. Et ce qui ressort, et c'est ça l'intérêt de cette étude, c'est que même dans un contexte où il n'y a pas d'autopsie, et lorsque l'on fait ce bilan complet, incluant les différents tests pharmacologiques, adrénaline et également le test à l'ajmaline, vous voyez qu'on arrive à identifier un nombre important de familles dans lesquelles on peut arriver à dépister la pathologie, et avec surtout le très faible intérêt de faire un bilan simple. Quand on ne fait que électro-écho, en fait, on va avoir un taux de diagnostic extrêmement faible, et il faut véritablement faire un bilan complet. Et quand on fait ce bilan complet, on arrive à faire diagnostic dans 25% des familles, identifiant essentiellement beaucoup de Brugada, beaucoup de QT long. Et ce qui va être déterminant sur le taux de diagnostic, ça va être le fait d'avoir un nombre d'apparentés dépistés important. On arrive à 43%, presque une fois sur deux, s'il y a plus de 3 apparentés qui ont participé au dépistage. Le dépistage des parents, ça paraît évident, on parle de génétique, c'est les parents qu'il faut voir en premier. C'est fait quand c'est un enfant, c'est pas fait quand c'est un homme de 35 ou de 40 ans. Quand on fait le dépistage des parents, simplement les 2 parents, 40% de diagnostic. Donc c'est vraiment extrêmement rentable. Il faut évidemment faire les tests pharmacologiques, comme je l'ai dit, puisque ça va faire nettement monter le diagnostic. Quand le test complet est fait, on arrive presque à 70% de diagnostic. Et par contre, ce n'est pas déterminé par le nombre de morts subites dans la famille. Il ne faut pas attendre plusieurs morts subites. Dès la première, il faut faire ce bilan. Les diagnostics peuvent varier un peu d'une étude à l'autre. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça dépend comment sont faits les dépistages. Enfin, on a fait de la génétique sur ces familles, donc uniquement quand on disposait de l'ADN du sujet décédé ou quand on avait pu identifier une pathologie dans la famille. Et vous voyez qu'on a retrouvé un spectre de gènes qui est relativement large. On pourra peut-être parler tout à l'heure d'autres études que je n'ai pas montrées ici, qui sont également intéressantes sur la génétique. Donc la conclusion, c'est que même en l'absence d'autopsie, quand on fait un bilan
correctement réalisé, c'est-à-dire large chez les apparentés du premier degré, incluant les deux parents et avec un bilan complet, on arrive à un taux de diagnostic qui est proche des 50%, pas tout à fait, mais pas très loin, que ce dépistage doit être débuté chez tous les apparentés du premier degré du sujet ayant présenté la mort subite, parents, frères et sœurs, enfants, en tout cas quand ils sont en âge de l'avoir. Ça doit être fait dès la première mort subite dans la famille, il ne faut pas attendre. C'est fait évidemment par étapes successives et avec un dépistage en cascade, comme on fait toujours dans les enquêtes familiales. Et il faut inclure, sur ce qu'on a pu montrer ici, les tests pharmacologiques qui vont augmenter très fortement la rentabilité de ce diagnostic. La réponse à la question, on va voir si vous avez été brillant et les réponses sont un tout petit peu mitigées, mais ce n'est pas étonnant puisque vous avez répondu beaucoup, entre 30 et 50%, et c'est tout à fait ça. Donc on est tout à fait dans ce niveau-là. Les plus difficiles étaient à 10%, et non, si on fait un bilan complet, on arrive clairement à faire mieux que 10%, et on est entre 30 et 50% de diagnostics positifs dans cette situation. Merci beaucoup Vincent. Donc on voit vraiment que le rendement est important. Donc même si c'est un peu lourd logistiquement à organiser le bilan des apparentés, on voit clairement qu'il faut le faire, ce bilan très exhaustif. Une question peut-être sur alors le bilan non invasif, quel que soit l'âge, ça paraît pas poser trop de problèmes. Le bilan invasif avec les tests pharmacologiques chez les enfants, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Ouais, alors on ne le fait pas chez les enfants. Très clairement, on fait le bilan complet, incluant les tests pharmacologiques, tests à l'adrénaline, tests à la gemanine, chez les plus de 15 ans. Très clairement, on ne le fait pas en dessous de 15 ans, sauf cas très particuliers, en sachant qu'en termes d'organisation, alors après, chaque centre a son organisation, mais nous, en fait, on a une organisation qui permet de faire l'intégralité du bilan sur une journée en hospitalisation de jour, ce qui fait des journées assez remplies pour les patients, on va dire, mais qui est, je crois, vraiment une étape essentielle, et c'est pas mal que ce soit fait en hôpital de jour, parce que ça laisse du temps pour parler aux patients, ça laisse du temps pour répondre à leurs questions, parce qu'ils ont plein de questions, évidemment, ça laisse du temps pour aborder les problèmes psychologiques qui vont être abordés après, mais qui ne doivent absolument être abordés au cours de ce bilan. Et vraiment, le message qu'on donne aux patients, c'est que ce soit positif ou que ce soit négatif, ce sera un résultat important pour eux. Si c'est positif et qu'on identifie quelque chose, on évitera la mort subite, les récidives de mort subite dans la famille. Si c'est négatif, on pourra leur dire à eux, personnellement, vous n'avez pas de risque de faire une mort subite. Ça a été vraiment très bien montré, et donc il y a réellement un bénéfice pour les membres de la famille qui viennent. Tout à fait. Cette prise en charge pluridisciplinaire et en hôpital de jour, c'est une très bonne occasion pour qu'il y ait une prise en charge sur le plan cardiologique, psychologique et génétique. Et il y a une question notamment sur quel bilan génétique faire. Alors peut-être que ça rejoint les deux interventions. On peut peut-être séparer aussi la réponse en fonction d'une étiologie relativement précise qui se dégage ou pas. Est-ce qu'il faut faire des panels? Est-ce qu'il faut que ce soit ciblé? Il y a des réponses, des questions un petit peu autour du test génétique à faire. Alors, je n'ai pas la réponse complète à cette question-là, mais je peux quand même essayer de répondre. Pour ce qui concerne les analyses génétiques, je crois qu'il y a deux situations. Il y a la situation où on a identifié une pathologie dans la famille. Bon, là, on va être avec la réponse classique et on va aller rechercher les anomalies génétiques du syndrome du Cutélon et ainsi de suite avec les panels qu'on utilise. Quand on est, cette fois-ci, c'est un sujet décédé pour lequel on a l'ADN, mais pas d'information, enfin, pas d'autre information que le fait qu'il soit décédé, ce qui est une situation qui devient plus fréquente parce que les prélèvements sont beaucoup mieux faits maintenant. C'était rare d'avoir des prélèvements auparavant, maintenant on commence à en avoir plus souvent. La première réponse, c'est les gènes principaux. Ceux que j'ai montrés dans les travaux qui ont été faits, mais qui ne représentent qu'une petite partie de la réponse. On a une étude génétique large qu'on a fait récemment, qui n'est pas encore publiée, mais où on a pu analyser 200 patients qui ont fait une fibrillation ventriculaire idiopathique. Donc là, c'est le sujet qui a été récupéré, mais on a aussi analysé un nombre important, 200 patients également, de sujets qui avaient fait une mort subite non récupérée. Ce qu'on voit, c'est qu'on a énormément de gènes qui sont impliqués.
que souvent l'interprétation des résultats est complexe, mais quand même, ce qui semble ressortir, y compris pour les fibrillations ventriculaires idiopathiques, ce sont les gènes de cardiomyopathie, y compris chez des gens qui n'ont pas de cardiomyopathie retrouvée, qui ont l'air de jouer un rôle important. Donc on est probablement sur quelque chose de complexe sur lequel il y a encore vraiment besoin de travailler. On a besoin de récupérer l'ADN de ces patients pour pouvoir travailler dessus et apporter des réponses par la suite. Donc je crois qu'il y a vraiment intérêt à récupérer l'ADN, à faire au moins des analyses génétiques simples dans un premier temps, mais garder l'ADN de ces sujets pour pouvoir les utiliser sur des choses plus complexes qu'on commence à savoir faire, mais sur lesquelles il y a encore du travail à faire. Tout à fait. Je pense qu'en l'absence d'orientation étiologique, il faut être très prudent. Mais par contre, il faut aussi, ça c'est un message pour les services, les instituts de médecine légale et les services d'anatomie pathologique, ceux qui sont sensibilisés le font maintenant, c'est qu'ils conservent du tissu, parce que ça ne se conserve pas n'importe comment non plus pour pouvoir faire des analyses génétiques de qualité après. En général, c'est du tissu frais congelé qu'il faut mettre de côté. Donc ça, c'est aussi un petit message pour nos collègues anapathes. Merci, on va passer à la troisième intervention et donc je vais demander à Stéphanie Staracci, psychologue, de nous parler de cet autre vaste problème de l'impact psychologique d'une mort subite. Merci Philippe. Donc maintenant on va aborder la prise en charge psychologique après une mort subite récupérée ou non. Alors pour commencer, je vais, comme mes collègues, vous proposer une petite question qui est en rapport avec la question du traumatisme et plus particulièrement sur comment définir le mécanisme de stress post-traumatique. Donc petit a, colère, apathie, petit b, reviviscence, évitement et hypervigilance, petit c, sentiment de sécurité. Donc je vous laisse répondre. Et je donnerai la réponse à la fin du topo. Donc, dans la clinique de la mort subite récupérée comme de la mort subite, on est dans le champ du traumatisme. Un traumatisme, c'est un événement qui confronte le sujet à la mort, sa propre mort ou celle d'autrui, sans qu'il n'y ait pu avoir d'anticipation ni de préparation. Il est vécu dans un sentiment d'effroi et d'impuissance très importante. C'est ce qu'on appelle une commotion psychique. L'événement trouve sa dimension traumatique dans le surgissement d'un irreprésentable pour le sujet. Et dans notre inconscient, la mort n'existe pas, donc quand elle surgit de manière brutale, c'est en général potentiellement traumatique. Donc les gens nous expriment très bien combien ce jour-là, leur vie a changé, a basculé. Donc, suite à un traumatisme, on peut, pas toujours, mais on peut présenter un état de stress post-traumatique qu'on va retrouver chez les sujets qui ont fait une mort subite récupérée, comme leur entourage, ou pour l'entourage dont un proche a fait une mort subite. Donc cet état de stress post-traumatique est une réaction émotionnelle normale face à une expérience traumatisante faisant intervenir de graves préjudices pour sa propre vie ou celle d'un proche. Les trois aspects caractéristiques sont la reviviscence et la compulsion de répétition, l'évitement, évitement des situations, des lieux et des personnes qui vont rappeler le moment traumatique, et puis un état d'hypervigilance où la personne se sent en état d'alerte permanent, comme si la situation traumatique pouvait ressurgir à nouveau. C'est-à-dire que d'un point de vue cardiologique, on a vu qu'il y avait des risques de récidive, mais d'un point de vue psychique, lorsqu'on a vécu un traumatisme, on a toujours peur de quelque chose qui s'est déjà passé. Donc le passé ne passe pas, si je puis dire. On peut retrouver aussi dans les états de stress post-traumatique un symptôme anxieux, des insomnies et des cauchemars qui sont très fréquents, des plaintes somatiques, un manque d'intérêt et une perte de plaisir, une irritabilité et de la colère, un détachement et un retrait social, de l'agitation, des fois aussi une absence d'émotion et très souvent un sentiment d'insécurité. Donc toutes ces réactions, elles peuvent être normales pendant un temps de manière réactionnelle à un épisode traumatique, mais elles ne sont pas à banaliser, elles sont à prendre en charge et puis elles sont non plus, il ne faut pas non plus les psychiatriser, c'est-à-dire que c'est un moment un peu fou que va vivre la personne qui est en général, on l'espère, transitoire, mais dans lequel il aura besoin d'avoir des ressources et de l'aide. Donc la spécificité
la mort subite récupérée, c'est que c'est à la fois une clinique du traumatisme, mais aussi celle de la survivance. Donc la survivance, c'est le fait d'avoir été confronté à la mort, d'avoir échappé à celle-ci, tout en ayant les traces agissantes de la mort. En post-mort subite récupérée, il est très fréquent d'observer des symptômes dépressifs chez nos patients. Parfois même, il y a un désir de mort, ce qui peut paraître très étonnant pour les soignants ou pour les proches, avec un état aussi de sidération, où le patient a besoin d'être réanimé aussi psychiquement. Le sujet a été confronté à sa propre mort, donc il y a tout un travail d'élaboration du deuil de la vie d'avant, mais surtout du deuil de l'insouciance par rapport à la vie. Il existe aussi dans le discours des patients des expériences de mort imminente. Alors la question n'est pas de savoir quelles sont les croyances du patient ou du soignant, mais de pouvoir entendre ces expériences-là, de pouvoir les accompagner et les reconnaître, parce que sinon ça accentue le sentiment d'étrangeté et d'isolement pour les personnes. Donc à la suite d'une mort subite récupérée, il y a un important réaménagement psychique pour la personne, comme des fois aussi pour les proches. Il peut y avoir un sentiment douloureux d'être devenu différent des autres, lié à cette conscience de la mort. Et puis on retrouve aussi un sentiment une temporalité qui est altérée, où on a du mal à faire des projets d'avenir à long terme ou à moyen terme. On retrouve aussi des pertes de repères et ça équivaut à une crise du sens de la vie. Donc encore une fois, c'est lié à la difficulté de faire le deuil de la vie d'avant et le sujet se trouve un peu dans un état de transition où il aura besoin de se reconstruire progressivement. On peut retrouver aussi un sentiment d'abandon avec un désir inconscient d'abandonner la vie, son emploi ou son conjoint. Donc c'est potentiellement un moment de crise dans la famille. Pour que la vie reprenne le pas sur la survie, une réappropriation subjective de ce qui a été traversé est nécessaire. Donc ça, c'est pour dire qu'on a besoin de temps pour se dire que cet événement ne détermine pas toute la vie du sujet, mais un moment dans sa vie. Pour les proches, dans le cas d'une mort subite récupérée, donc les proches peuvent aussi présenter un état de stress post-traumatique qui est souvent non reconnu parce qu'on focalise toute notre attention sur celui qui a fait une mort subite récupérée et donc ils sont encore moins bien pris en charge d'un point de vue psychologique. Ils ont parfois assisté à la scène de la mort subite, des fois même ils ont essayé de porter secours à leurs proches, ce qui fait qu'ils sont tout à fait autant concernés, sauf qu'ils sont à une place différente. Et puis bien souvent ils décrivent cet état d'hypervigilance envers le conjoint, donc ils n'arrivent pas à dormir à côté de lui, ils ne le laissent pas reconduire, enfin, il y a tout un tas de mécanismes de protection pour essayer de protéger la vie. Donc eux aussi on a besoin de les prendre en charge. Donc la spécificité de la mort subite, donc là on change de bord. Donc là, ça va concerner uniquement les proches, la famille. Il peut y avoir très souvent un sentiment d'injustice qui est retrouvé, d'autant plus chez les parents des sujets jeunes, enfants ou adultes, puisque l'ordre des choses, c'est de perdre les parents et après les enfants. Donc là, il y a un ordre de la vie qui est inversé. Et puis, c'est un contexte de deuil qui est caractérisé comme traumatique. Dans cette question du traumatisme, on retrouve bien souvent un sentiment de culpabilité. Ce sentiment de culpabilité, il a une valeur et une fonction anti-traumatique, c'est-à-dire que se sentir coupable, c'est une manière de vouloir reprendre la maîtrise des choses et de contourner le sentiment d'impuissance auquel sont confrontés les proches. Donc il est essentiel pour les proches de trouver une cause, un sens à la brutalité de l'événement et c'est pour ça que les investigations médicales et la prise en charge médicale est très importante. Donc là, l'importance de l'information à la famille et des tests génétiques comme on vous a parlé tout à l'heure pour pas que ça se répète, mais aussi on peut avoir le sentiment en faisant ces investigations qui vont protéger la vie de la famille de ne pas avoir pu empêcher la mort de l'autre et d'avoir des regrets.
Donc les personnes qui ont dans leur famille eu une mort subite vont être dans un processus de deuil. Alors ce processus de deuil, il se décline en plusieurs étapes. Ces étapes ne sont pas forcément obligatoires et dans cet ordre-là, mais en tout cas ça s'inscrit dans un processus. Bien souvent on est d'abord dans un état de choc, d'anesthésie et de déni face à la brutalité d'une mort subite, et que cette étape-là elle est légitime pour se défendre contre l'effroi et contre la réalité qui écrase le sujet. Puis arrive souvent un état de douleur, de culpabilité et de remords. C'est un travail nécessaire d'appropriation de la réalité. Puis vient souvent la colère et la révolte qui nous permet de nous défendre contre la douleur. Puis le marchandage, qui est une tentative d'essayer d'inverser la situation. C'est le fait de se dire si j'avais fait ci, si j'étais rentré plus tôt, si j'étais pas allé à tel endroit, pour essayer de penser comment on aurait pu inverser la réalité. Ensuite advient souvent le chagrin et la douleur, qui est un processus d'acceptation de la perte, puis un processus de reconstruction et de réorganisation de la vie avec des nouveaux investissements, et enfin un processus d'intégration. Alors d'intégration, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec la perte de l'autre, mais ça veut dire qu'on va pouvoir continuer et construire sa vie avec cette réalité-là. Donc c'est le fait que l'événement va trouver une place dans l'histoire du sujet. Donc en pratique pour le clinicien, c'est important de reconnaître l'impact de l'événement pour le sujet. Ce n'est pas un événement banal, une mort subite récupérée ou une mort subite. Et dans le cas de la mort subite récupérée, ce n'est pas parce que le sujet est en vie que tout redevient comme avant. Et puis, c'est important de pouvoir sécuriser émotionnellement les patients comme les proches, de se dire comment on va pouvoir contribuer à ce que ça ne se répète pas et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour sécuriser les patients. Et puis d'aider aussi à soulager la culpabilité des proches si elle est existante, et enfin de pouvoir orienter. Alors l'intérêt de la prise en charge psychologique, il est à deux niveaux. Donc d'abord, on peut avoir une action préventive et immédiate pour les sujets qui sont exposés à une mort subite récupérée ou les proches d'une mort subite, même s'il n'y a pas de demande. Dans un premier temps, si vous rencontrez un patient qui est exposé, c'est un groupe à risque de développer un stress post-traumatique, de développer un deuil potentiellement traumatique. Et donc là, on va essayer de désamorcer l'angoisse et d'aider le sujet à reprendre pied. Et puis, on peut avoir une action à moyen et long terme avec une prise en charge psychothérapeutique, des thérapies comportementales et cognitives, d'orientation psychanalytique, le MDR et puis des groupes. Les dynamiques de groupe peuvent beaucoup aider dans ces situations-là. Et donc, pour finir, c'est important de faire du lien là avec le centre de ressources psychologiques qui a été monté avec deux psychologues qui peuvent écouter et orienter des patients ou des proches qui sont concernés par la mort subite récupérée et la mort subite. Donc en conclusion, pour les personnes ayant fait une mort subite récupérée et leur famille, pour les membres d'une famille où il y a eu une mort subite, adultes comme enfants, il y a la nécessité d'une écoute attentive, contenante et compréhensive afin de restaurer les sujets. Un événement traumatique, un deuil, va demander des capacités d'intégration et de transformation qu'il est important de pouvoir accompagner et aider. Et donc là, c'est l'importance d'aider le sujet à replacer le traumatisme dans le cours de sa vie. Donc, on revient maintenant sur la question du début. Donc, comment définir le mécanisme de stress post-traumatique? Donc, vous avez très bien répondu. Alors, il y a eu un peu de réponse sur la question de la colère et de l'apathie. Alors, c'est vrai que la colère, on peut la retrouver un petit peu, c'est un peu piège, c'est une manière de se défendre contre la réalité et la souffrance. Mais la bonne réponse était reviviscence, évitement et hypervigilance. Merci beaucoup Stéphanie. Un sujet difficile, la prise en charge reste difficile. En tout cas, on peut insister sur ce centre de ressources psychologiques qui a été créé par la filière nationale, justement pour avoir la possibilité d'avoir un accès par téléphone, des entretiens, et ensuite orienter les familles, les patients, quel que soit leur lieu d'habitation géographique en France.
Il y a une question souvent qui se pose, quel est le meilleur moment, est-ce qu'il y a un bon moment pour adresser le patient ou la famille au psychologue? Dans nos centres, et donc dans le mien, je vois beaucoup de familles après une mort subite non récupérée, par exemple, et on voit que les familles viennent pas toujours très rapidement, forcément, le temps du deuil est très important, et en même temps, on se dit que si on veut réduire ce stress post-traumatique pour la famille, il faut aussi qu'ils aient une prise en charge assez rapide. Donc comment faire un petit peu, et quelles sont les préconisations de délai dans lequel il faudrait, si possible, orienter? Est-ce qu'il faut s'acharner à préconiser une orientation assez rapide, précoce, après une mort subite, ou est-ce qu'il faut laisser un peu le temps du deuil? Comment est-ce qu'on peut proposer un peu de faire? Alors peut-être plusieurs niveaux de réponse. Je pense que par rapport aux patients que vous rencontrez, c'est vrai que de manière précoce et en première intention, c'est important de pouvoir les orienter, parce que c'est le fait de reconnaître l'impact de l'événement, c'est-à-dire de leur dire: vous venez de vivre un drame dans la famille, c'est quelque chose qui a des conséquences émotionnelles intenses, et c'est pour ça qu'on vous oriente vers des spécialistes qui peuvent vous aider. Alors ça ne veut pas dire forcément que le sujet va se saisir tout de suite de cette démarche, puisque quand on est dans un état de sidération et d'effroi, on n'arrive plus trop à bouger, mais le fait d'avoir entendu dès le début: ah bah tiens, c'est un événement qui va avoir des conséquences importantes pour moi et qui peut me mettre en difficulté, dans un second temps, ça va être plus facile pour eux de consulter. Parce que les proches d'une mort subite ont du mal aussi à s'autoriser à ce qu'on prenne en charge leur douleur, parce que l'autre est décédé, parce que l'autre est mort. Et donc ça fait partie des mécanismes de complication, alors que si le praticien l'a dit dès le début, de dire: bah là, ce que vous venez de vivre, c'est vraiment très intense et douloureux, et c'est pour ça qu'on va vous aider à prendre en charge votre douleur, je pense que de manière secondaire, ce sera plus facile pour eux de solliciter quelqu'un. Et chez des apparentés, le clinicien, qu'est-ce qu'il peut repérer ou essayer de repérer? Parce que nous, on n'a effectivement pas forcément l'habitude d'essayer d'explorer un peu plus avant cette détresse chez les apparentés ou chez le survivant d'une mort subite récupérée. Est-ce qu'il y a des questions qu'il faut qu'on pose un peu plus volontiers pour essayer de repérer ceux qu'il faut orienter davantage? Oui, alors dans les indicateurs, pour la mort subite récupérée chez le sujet lui-même, ça va être sa capacité à pouvoir reprendre le cours de sa vie tout en ayant intégré des modifications. C'est-à-dire que si le sujet a des difficultés à pouvoir réorganiser sa vie et réinvestir sa vie, ça c'est quand même un indicateur de difficulté et de souffrance psychique important. Si vous évoquez des idées de mort, par exemple, ça aussi, ça peut être important de l'orienter rapidement. Chez les proches d'une mort subite récupérée, c'est cet état d'hypervigilance. Moi, j'ai vu énormément de femmes, de patients qui avaient eu une mort subite récupérée, qui ne dormaient plus, qui n'arrivaient plus à travailler et qui étaient vraiment dans des souffrances assez importantes. Concernant la mort subite, je pense que le premier aspect, c'est la culpabilité. C'est-à-dire que les proches sont très souvent écrasés par la culpabilité et que ça, c'est important de désamorcer avec eux cette question de la culpabilité, parce qu'elle a une fonction antitraumatique, la culpabilité. C'est une manière de négocier avec l'effet du trauma. Et donc ça, c'est un des premiers indicateurs pour adresser. Mais encore une fois, les proches de mort subite s'autorisent peu à ce qu'on s'occupe de leur douleur. Très bien. On va peut-être passer à des questions un peu plus générales qui peuvent s'adresser à l'un de nos trois experts. Alors, une question qui est posée sur l'âge minimal éventuel à partir duquel on peut mettre un défibrillateur. Ça, c'est un vrai souci pour les très jeunes enfants, les petits pois. Qu'est-ce qu'on peut dire sur, je sais pas, entre Frédéric et Vincent, qui veut donner un petit peu des éléments de réponse sur l'âge minimal? Je vais bien commencer, mais je dirais que c'est encore une fois, c'est du cas par cas. C'est-à-dire que techniquement, on peut faire si l'indication est là, et plus il sera petit, plus il faut que l'indication soit forte, parce que plus on va avoir des problèmes par la suite, si ce n'est lors de l'implantation, dans le suivi. Et on sait qu'avec les défibrillateurs qu'on a, avec la technique actuelle, malheureusement, plus on va implanter jeune, plus on a un risque de problèmes au niveau des sondes du défibrillateur, par exemple, et que ça entraînera peut-être à réintervenir dessus par la suite. Donc c'est sûr qu'on préfère
vraiment retarder au maximum l'implantation de ce défibrillateur. Mais si vraiment l'indication est très forte et qu'on pense que le risque de récidive est extrêmement élevé, on peut mettre par voie chirurgicale, par exemple, des défibrillateurs à des petits-enfants. Oui, tout à fait. Oui. Là, on en a mis un il y a quelques mois chez une enfant qui avait moins de 1 an. Donc, c'est des situations extrêmement difficiles. Quand même exceptionnelles. Ouais. Non, mais c'est tout à fait exceptionnel. Je partage 100% ce que vient de dire Frédéric, c'est-à-dire que je n'ai pas dit qu'il fallait le faire. C'est-à-dire que parfois, on n'a vraiment pas le choix. En l'occurrence, un enfant qui avait fait un premier arrêt cardiaque, qu'on a fait un deuxième. On a attendu le deuxième pour mettre le défibrillateur, avec des résultats qui n'ont pas été très bons d'ailleurs. Mais c'est techniquement faisable quand il n'y a pas d'autre solution. En sachant peut-être, pour rebondir dessus, que finalement le défibrillateur, c'est aussi, alors ça sécurise quelque part par la prévention, en tout cas pour arrêter une récidive, mais c'est aussi, c'est pas anodin non plus de mettre un défibrillateur. Ça implique un suivi, une surveillance, et avec des risques éventuellement au défibrillateur également. Donc, il faut vraiment que les indications soient fortes, en particulier chez les enfants, quoi. Alors, il y a une question qui porte sur est-ce qu'il faut faire un bilan cardiaque dans des équivalents de mort subite un peu particulières? Alors là, c'est une question sur le spasme du sanglot de l'enfant. Est-ce qu'il faut faire un bilan cardiaque dans cette situation-là? Peut-être qu'on peut élargir aussi à d'autres situations, la mort subite du nourrisson, par exemple. On sait maintenant que là, les frontières sont parfois un petit peu perméables avec d'autres entités. Dans 2 situations comme ça, peut-être Vincent, je ne sais pas, est-ce qu'il faut faire un bilan cardiaque ou pas? Alors, spasme du sanglot, honnêtement, je ne suis pas le mieux placé pour répondre parce que c'est les pédiatres qui les voient, mais je ne crois pas que ce soit réellement nécessaire. Par contre, en cas de mort subite du nourrisson, là, on a plus d'expérience là-dessus et on travaille avec les centres de référence pour la prise en charge de la mort subite du nourrisson qui sont un peu répartis partout en France pour essayer justement de voir l'intérêt du bilan clinique et génétique dans ces situations-là. On commence à avoir une certaine expérience de ça maintenant. Je crois qu'il faut distinguer la mort subite du nourrisson tôt et tard, c'est-à-dire avant 6 mois et après 6 mois. Après 6 mois, il semble être intéressant. Pour l'instant, les données sont quand même assez limitées, mais je pense qu'il y a un intérêt probablement, en tout cas c'est ce qu'on propose, de faire un bilan complet, comme ce qu'on fait chez l'adulte. Parce que la proportion de maladies rythmiques héréditaires, de différentes pathologies dont on a déjà discuté, va être relativement significative. Et quand on fait les analyses génétiques dans ce cadre-là, on arrive à un taux de mutation qui est, on va dire, entre 10 et 20% sur les gènes impliqués en particulier dans les gènes de mort subite classiques. Avant 6 mois, la proportion, les causes sont beaucoup plus hétérogènes, probablement. Les causes métaboliques sont souvent plus fréquentes aussi. Mais je pense que, nous, on propose de faire un minimum de bilan chez les parents, en l'occurrence, c'est-à-dire faire un électro, une écho chez les parents. Et on a une étude pour essayer de regarder si on retrouve des anomalies génétiques, en particulier celles qui sont impliquées. Pour l'instant, je n'ai pas encore les résultats de cette étude que je peux pas donner, mais je crois qu'en tout cas, après 6 mois, oui, il faut faire. C'est une mort subite du sujet jeune. Avant 6 mois, on ne sait pas trop. Une question sur la prise en charge familiale après une mort subite, alors qu'elle soit récupérée ou pas, d'ailleurs. Le bilan chez les enfants, finalement, est-ce qu'il faut le refaire après, même si le premier bilan est normal, après une mort subite donc d'un sujet jeune, on va rester dans ce cadre-là. C'est peut-être moins bien codifié, ça. Qu'est-ce qu'il faut faire sur le suivi après? Pour répondre, peu importe. Oui, c'est moins bien codifié, c'est clair. Je crois qu'il y a vraiment 2 situations. Il y a la situation où on a pu identifier la cause de la mort subite dans la famille. Et là, on va faire comme on fait dans les différentes pathologies et on sait, on va faire toutes les situations, la CMH, le Brugada, que ce sera nécessaire d'y revenir. La situation où on n'a rien retrouvé, où l'analyse génétique est négative, moi, il me paraît assez logique quand même en tout cas chez les descendants de celui qui a fait la mort subite, nous c'est ce qu'on propose, sans savoir si on a raison, mais ce qui paraît quand même plutôt logique, c'est de refaire un bilan complet
comme on n'a pas pu faire un bilan complet en général chez les petits-enfants, incluant l'ensemble des tests, c'est de faire un bilan complet quand ils arrivent à, disons, pas tout à fait l'âge adulte, mais pas très loin. C'est-à-dire qu'on propose un bilan complet vers l'âge de 16 ans. En considérant que si le bilan complet, tel qu'on l'a proposé tout à l'heure, reste négatif, là, a priori, on peut être assez tranquille. Et encore une fois, ça souligne l'importance d'avoir une étiologie et d'aller rechercher une étiologie, encore une fois, s'il faut répéter, parce que à ce moment-là, c'est beaucoup mieux codifié et on est beaucoup plus à l'aise pour justement identifier le risque et la surveillance de ces patients. Et c'est clair que dans ces situations, quand on arrive à identifier la cause génétique, là c'est quand même vraiment un soulagement pour tout le monde, pour nous, médecins, et puis beaucoup plus encore pour la famille, parce que ça va permettre de répondre aux questions, en sachant quand même que dans ce cas-là, pour rebondir un tout petit peu sur l'abord psychologique, c'est souvent quand même des informations qui sont difficiles à donner, parce qu'on va se retrouver quand même là, vraiment dans la situation où on va désigner le parent qui a transmis la mutation qui a tué l'enfant. C'est quand même comme ça que ça se passe, même si c'est une manière de le dire un peu brutale. Et donc, il faut être vraiment très attentif à ce moment-là sur la manière de donner ces résultats. C'est vrai que le fait d'étiqueter plus précisément la cause d'un décès, la première réaction, c'est quand même un soulagement quelque part de savoir que ça vient d'une cause précise. Mais après, on a tous ces aspects. On a parlé de la culpabilité, et c'est vrai que c'est un point qui est vraiment important et que ça doit absolument être abordé. Enfin, vous l'avez parfaitement dit, hein, mais je crois qu'il faut vraiment absolument l'aborder, de dire il faut amener le sujet même quand les gens ne le disent pas, parce qu'en fait, les gens, ça c'est vraiment un truc qui m'a étonné. Il faut les déculpabiliser au maximum. Les gens il y a toujours une raison pour laquelle c'est de leur faute. Tout à fait. Alors une question un petit peu difficile aussi, c'est quand on fait une analyse génétique post-mortem, une autopsie moléculaire, une question sur quel est le cadre légal pour obtenir un consentement. Hein. Alors, je ne sais pas si Vincent veut répondre. Je peux répondre. En fait, on a pu obtenir les différents centres de référence, les autorisations pour le faire. Donc on a besoin clairement d'un consentement de la part des apparentés. On ne peut pas faire d'analyse génétique sans consentement. Nous, ce qu'on a mis en place à Nantes, mais je crois que les protocoles sont un peu différents d'un centre à l'autre, mais peu importe, c'est qu'en fait, typiquement, quand un patient fait une mort subite, soit pris en charge après au cours d'une autopsie avec un prélèvement par les médecins légistes, ou soit pris en charge par le SAMU qui fait un prélèvement sanguin qui nous envoie, en fait, on reprend contact avec la famille, parce que souvent, c'est extrêmement difficile pour le SAMU d'aborder cette problématique-là au moment où ils viennent de terminer la réanimation et où disent voilà, le sujet est mort. Et donc on reprend contact avec la famille 15 jours à 3 semaines après le décès pour qu'il y ait quand même un travail de deuil qui soit fait. Et à ce moment-là, on va proposer de faire les analyses génétiques. Et là, on demande le consentement de la famille. Et dans ce cadre-là, on a le droit de faire les analyses. Oui, c'est important. Effectivement, il faut un bon fonctionnement avec les centres de médecine légale et les services d'anatomie pathologique. Et effectivement, ces centres ont un rôle important pour adresser ou conseiller. Et même maintenant, on voit dans les rapports d'autopsie que c'est mentionné par les anapathes, conseiller une forte suspicion d'origine génétique et donc conseil à la famille de voir une consultation spécialisée. Et c'est là qu'on revient sur tous ces aspects et qu'on demande l'autorisation. C'est vrai que le cadre légal n'est pas d'une netteté absolue, mais en tout cas, on arrive à s'en tirer avec cette démarche-là. Je crois qu'on arrive au bout de cette émission. Donc je voudrais remercier chaleureusement nos 3 experts pour avoir bien débrouillé, je crois, cette question qui reste difficile. Forcément, on n'a pas pu tout aborder dans cette émission. L'importance, on peut résumer un petit peu peut-être les points importants. L'étiologie doit impérativement être recherchée, soit chez le survivant, soit dans le bilan des apparentés.
On a aussi cette approche pluridisciplinaire qui est vraiment fondamentale, et notamment de l'accompagnement, du soutien et de la prévention psychologique, qui fait partie de ces préoccupations. Et puis la perspective du test génétique post-mortem qui prolonge de plus en plus l'autopsie standard et militer d'abord pour que l'autopsie soit faite de façon plus large en France. C'est un problème difficile, je crois qu'il faut qu'on milite aussi à ce niveau-là. Je voudrais aussi rappeler, avant de se quitter, que nos internautes peuvent répondre à un questionnaire de satisfaction pour nous aider à améliorer un peu les choses pour les prochaines émissions. Donc vous avez aussi une icône qui vous permet de cliquer. Vous avez aussi la possibilité d'obtenir un certificat, une attestation, d'avoir suivi cette émission après avoir répondu à quelques questions. Et puis, je crois que je peux vous dire aussi que la prochaine web émission sera consacrée dans quelques mois à une autre thématique plus ciblée cette fois-ci, qui est la cardiomyopathie hypertrophique. Et donc voilà, je vous remercie tous, les internautes aussi, pour leurs questions, et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.